Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Vinoscopie, une chaîne qui se veut de vulgarisation scientifique pour des personnes qui ont soif de connaissances. Aujourd'hui, vous êtes sur la chaîne de niveau 1 et nous allons parler de l'histoire du vin en France, la partie 2, de l'époque contemporaine à aujourd'hui. Attention, si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'intitule Partie 1 de l'Antiquité au temps moderne. Dans la première vidéo, nous avons vu que ce sont les Phéniciens qui ont apporté pour la première fois des vignes en France. Ensuite, ce sont les Grecs qui ont apporté d'autres variétés. Et c'est vraiment les Romains, vers l'an 27 avant Jésus-Christ à l'an 500, qui ont conquis toute la France et qui ont apporté de nouvelles techniques viticoles et de vinification, ce qui a permis d'avoir du vin comme on en a aujourd'hui. Ensuite, il y a eu la royauté et le christianisme qui a renforcé la culture du vin en France. Il y a eu ensuite l'époque du Moyen Âge où les moines ont fait un gros travail de sélection et d'études pour développer les connaissances en viticulture et en vinification. Et enfin, ce sont les grandes explorations entre 1270 et 1800 qui ont vraiment favorisé l'essor du vin, surtout dans les régions de Bordeaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre grande étape qui a fait évoluer le monde du vin en France. C'est l'analyse scientifique de la culture de la vigne. Donc en 1759, il y a eu la publication du traité sur la nature et sur la culture de la vigne, sur le vin, la façon de le faire et la manière de le gouverner par Nicolas Bidet. Cet ouvrage a vraiment théorisé la manière de cultiver la vigne et a partagé des connaissances à grande échelle. C'est un ouvrage qui décrit et détaille les pratiques viticoles et vinicoles. Je vous invite à aller voir les vidéos sur les cépages et la vidéo sur la base de la viticulture si vous voulez en apprendre un peu plus à ce sujet. Mais que serait la France aujourd'hui sans la Révolution française et l'empire de Napoléon Bonaparte? La Révolution française, entre 1789 et 1797, marque de profonds bouleversements. Napoléon Bonaparte prend le pouvoir par le coup d'État le 9 novembre 1799 et devient premier consul, puis empereur en 1804, ouvrant une nouvelle ère après la fin de la monarchie. Les vins de Chambertin comptaient parmi les préférés de Napoléon Bonaparte. Le Chambertin était le seul vin que Napoléon buvait durant son règne. Napoléon Bonaparte, amateur de champagne, visitait souvent les caves de Moët-et-Chandon. Selon la légende, il s'y ravitaillait avant ses batailles. Une statue à Épernay commémore aujourd'hui ce lien historique. La classification officielle des vins de Bordeaux de 1855 a été établie à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris à la demande de Napoléon III. Le classement des vins de Bordeaux est établi selon plusieurs catégories, notamment les grands crus classés de 1855 et les grands crus classés de Grave. Les vins de Bordeaux sont également classés selon leur appellation telles que Pauillac, Margaux ou Saint-Émilion. Les châteaux présents dans le classement des grands crus classés sont le château Laffitte, le château Margaux, le château Latour et le château Aubryon. Cette liste n'a pas changé depuis 1855, sauf que nous avons rajouté le château Mouton-Rothschild. En 1854, Louis Pasteur devient doyen de la faculté des sciences de Lille. Sollicité par les distillateurs, il étudie les fermentations et découvre qu'elles sont dues à des micro-organismes vivants. Il met au point des techniques de stérilisation et d'ensemencement, posant les bases de la microbiologie. Dans les années 1860, le phylloxéra, un insecte ravageur de la vigne provenant de l'Amérique, est détecté pour la première fois en France dans le Gard. Entre 1875 et 1895, il se propage rapidement et détruit massivement le vignoble français, provoquant la faillite de nombreux viticulteurs. La production de vin passe de 85 millions hectolitres produits à moins de 30 millions d'hectolitres. Pour faire face à cette crise, la solution la plus efficace s'est révélée être le greffage des cépages français sur des porte-greffes américains résistants. Le premier porte-greffe utilisé à grande échelle fut le Riparia, en particulier la variété Riparia Gloire de Montpellier. Cette technique a permis de sauver et de régénérer le vignoble français tout en favorisant la diversité des cépages et l'amélioration des pratiques viticoles. Donc en soi, qu'est-ce que le porte-greffe? En France, aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais en gros, toute la partie racinaire, c'est de la vigne américaine puisqu'ils sont résistants à cet insecte, le phylloxéra. Et en haut, donc toute la partie foliaire où il y a les fruits, c'est des vignes européennes puisque c'est vraiment des vignes qui ont été sélectionnées pour leurs raisins par les moines durant le Moyen Âge.
Donc voilà, si vous vous baladez dans le vignoble français, vous pourrez voir que ici, à cette partie-là, il y a comme un gros bourrelet. Et c'est la jonction entre la vigne américaine, le porte-greffe, et la vigne européenne qui a des fruits de qualité. La révolution industrielle a mécanisé la viticulture, favorisé la production de masse et facilité la distribution via les chemins de fer, faisant du vin un produit largement consommé. La consommation de vin s'est donc étendue, notamment dans le milieu ouvrier, où il était souvent consommé en grande quantité lors des repas. L'alimentation au travail a joué un rôle important, notamment avec l'apparition de cantines dans les usines, où le vin accompagnait traditionnellement les repas. Face à l'augmentation de l'alcoolisme liée à l'industrialisation, le mouvement de tempérance se développe pour limiter ou interdire la consommation d'alcool. Ensuite, il y a eu ces grandes périodes sombres en Europe avec les guerres mondiales. Avant la guerre, les soldats français recevaient une ration quotidienne de 25 centilitres de vin, appelée le quart du poilu. À partir de la fin de 1914, le vin devient un élément stratégique essentiel au moral des troupes. Le pinard, nom donné au vin distribué aux soldats, était de qualité médiocre. Provenant principalement du sud de la France ou de l'Algérie, son origine restait souvent floue. Il était peu alcoolisé et il dépassait généralement pas les 8 à 9 degrés d'alcool. En 1936, les premières AOP pour le vin ont été créées, notamment pour Arbois, Cassis, Châteauneuf-du-Pape, Montbazillac et Tavel. Après la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall a permis l'importation massive de tracteurs, notamment de marques américaines comme John Deere, contribuant à la mécanisation de l'agriculture française ainsi qu'à l'augmentation de la productivité agricole, ce qui a permis de répondre aux besoins alimentaires croissants de la population. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains avaient produit massivement des engins militaires qu'ils ont reconvertis en engins agricoles, et grâce au plan Marshall, ils ont pu commercialiser ces engins agricoles en Europe. En 1950, le chimiste suisse Henri Martin synthétise pour la première fois le glyphosate. Entre 1962 et 1971, lors de la guerre du Vietnam, l'armée américaine utilise l'agent orange, un herbicide et un défoliant chimique. Il était destiné à éliminer la végétation qui offrait un abri à l'ennemi. En 1970, l'entreprise américaine Monsanto lance le Roundup, herbicide à base de glyphosate, présenté comme biodégradable. Ensuite, il y a eu la révolution informatique qui a débuté en 1940 jusqu'à aujourd'hui. En 1946, le premier ordinateur entièrement électronique a été présenté à l'université de Pennsylvanie. Il pesait 30 tonnes et occupait 72 mètres cubes. Dans les années 1980, l'informatique a fait son entrée en agriculture grâce à des logiciels de gestion comptable et parcellaire. Son usage s'est renforcé avec l'agriculture de précision et l'arrivée de capteurs numériques plus accessibles, ce qui a permis l'automatisation des travaux de cave et de la vigne. Regardons ensemble une petite vidéo de campagne publicitaire de l'entreprise Weco. Donc on est sur un trait optique de nouvelle génération qui travaille avec 4 caméras qui sont au plus proche de la zone de tir. Nos 4 caméras sont situées à 20 cm de la zone d'analyse. Le tri se fait par analyse de couleur, analyse de forme, pour savoir ce qui est du raisin et ce qui n'en est pas. Et ensuite on va travailler sur les couleurs roses, sur les couleurs vertes et sur les couleurs rouges bien entendu qui vont jusqu'au violet foncé pour le raisin. Et on va aussi avoir un paramètre de tri qui est assez unique où on est capable de traiter ce que les Américains appellent les raisins, donc c'est les raisins confits, les raisins secs que les gens... Ensuite, dans les années 1970, la mondialisation s'intensifie grâce au progrès des transports et des technologies, favorisant les échanges et la mobilité. La mondialisation a renforcé le prestige du vin français à l'international tout en augmentant la concurrence avec les vins du Nouveau Monde, comme par exemple les vins du Chili, d'Australie et des États-Unis. Pour rester compétitifs, les producteurs de vins français modernisent leurs pratiques et s'adaptent aux nouvelles demandes des clients, comme par exemple la croissance du vin bio. En 2018, France Agrimer a sorti un graphique qui nous permet de comprendre un petit peu mieux où partait le vin français à l'international. Donc les plus grands exportateurs de vin étaient les États-Unis avec 18%, suivis par le Royaume-Uni avec 13%, l'Allemagne avec 8% et ensuite la Chine, la Belgique, le Japon, le Pays-Bas et le Canada. J'ai réussi à nous trouver un petit graphique dynamique qui nous permet de comprendre qui sont les plus grands producteurs de vin dans le monde à partir de 1995. Regardons ça ensemble.
Donc on peut voir qu'il y a eu une bataille entre la France, l'Italie et l'Espagne pour savoir qui était le plus grand producteur de vin en hectolitres dans le monde. Et vraiment, la France et l'Italie sont vraiment kiff-kiff. Mais aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, c'est l'Italie qui a repris le lead. La loi E20, promulguée le 10 janvier 1991 en France, est une loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Après la loi E20, la publicité pour l'alcool est limitée à des informations objectives sur le produit, comme par exemple l'origine, le degré d'alcool, la composition, et ne doit pas employer de messages incitatifs ou valorisants. Avant la loi E20, il était possible de marquer sur les publicités d'alcool comme quoi le vin rendait heureux, ou même afficher une personne porter un verre de vin, mais aujourd'hui tout ça est interdit. Nous pouvons voir également par ce graphique que la loi E20 a vraiment influencé la consommation d'alcool en France. Même si la tendance était de boire de moins en moins d'alcool, c'est à partir de la loi E20 où vraiment il y a une stabilisation de la consommation d'alcool. Pour résumer cette deuxième partie de l'histoire du vin en France, nous pouvons dire que le premier facteur qui a influencé le vin en France a été l'analyse scientifique de la culture de la vigne en 1759. Il y a eu la fin de la monarchie avec le règne de Napoléon Bonaparte, puis les travaux de Louis Pasteur avec la microbiologie. Il y a également malheureusement la crise du phylloxéra qui a dévasté le vignoble français, mais qui a permis d'améliorer les techniques viticoles. Ensuite, nous avons eu la révolution industrielle et les guerres mondiales qui ont permis de automatiser et de mécaniser la vigne. Et enfin, nous avons la révolution informatique et la mondialisation qui a vraiment donné le monde qu'on a aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir ma vidéo de niveau 1 sur les cépages, ou sinon ma vidéo de niveau 1 sur les bases de la viticulture, ou encore pourquoi pas la vidéo de niveau 1 sur les AOP, c'est quoi ? N'hésitez pas également à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour plus d'actualités. Je me ferai un plaisir de vous répondre et pourquoi pas vous pouvez me proposer des sujets pour de nouvelles vidéos. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.